Nous retrouvons nos invités pour la suite de votre émission préférée, Regard croisé, Ashraf Orosama. Il est juriste, il est également homme politique du Parti démocratique panafricain. Nous avons également notre ami Emmanuel Vivien Toby, conseiller en communication politique, directeur de publication de Plume Libre. On était au Tchad avec vous, chers amis. Une commission demande d'autoriser Mamat Déby Itno à briguer la présidence dans les urnes. D'abord, vous êtes en train de développer quelque chose, vous allez terminer cela, et puis on va parler également toujours de cette commission qui propose un référendum pour permettre au peuple de choisir la forme de l'État. Ashraf, oui, non, j'étais en train de dire tout simplement que c'est très, très important de respecter, disons, les dispositions de la charte de la transition. Lorsqu'on se donne un délai, il faut la respecter. Je crois que la CEDEAO, les espaces d'intégration sont quand même assez fermes sur le délai des transitions. On connaît le cas guinéen, aujourd'hui le cas malien. Et je crois que la CEMAC également est quand même assez regardant sur le délai de la transition au Tchad. Donc il faut faire extrêmement attention. Moi, oui, c'est vrai, on peut me qualifier d'idéaliste, de croire à la démocratie peut-être naïvement. Oui, certes, mais je crois que lorsqu'on fait preuve aussi de pragmatisme absolu, on tue le rêve démocratique qu'on prétend incarner. Je veux parler, lorsqu'on prend aujourd'hui le cas du Tchad, c'est un pays quand même, souvenez-vous, c'est un pays quand même qui a connu des expériences politiques douloureuses. Des cas de coups d'État, parfois des conflits. Et, on a enregistré le cas Hissène-Habré. Donc, pour créer des conditions favorables au processus démocratique tchadien, pour éviter des conflits de cette nature, pour ne pas replonger dans les expériences douloureuses qu'a connu le Tchad par le passé, je crois qu'il est important d'organiser ou de créer des conditions favorables pour que le dialogue soit beaucoup plus inclusif, pour qu'on prenne aussi en compte les recommandations de la société civile et des acteurs politiques de l'opposition. Maintenant, par rapport à la forme de l'État, je ne sais pas s'il faut déjà me prononcer. Voilà, j'ajoute. Oui, effectivement, nous avons parlé le cas du Nigeria où j'estimais que la forme de l'État nigérien est à bout de souffle et que l'État fédéral a du mal aujourd'hui à apporter des réponses fiables aux populations et qu'il faut passer à une étape supérieure. Je veux parler de la confédération d'États parce qu'on parle, lorsque vous prenez aujourd'hui le cas de l'Italie, les cas de la Suisse, les cas de l'Espagne, il y a toujours des mouvements sécessionnistes dans ce pays-là, mais l'adoption de la confédération d'États a permis de résoudre ces problèmes. Bon, maintenant, le cas libyen, c'est un pays qui, depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, est un État unitaire, décentralisé comme le Togo. Mais si aujourd'hui il y a un débat autour de la forme de l'État, moi je crois que c'est une initiative qui est très salutaire. N'oubliez pas que le Tchad est un pays qui a quand même une démographie plus ou moins importante, mais un territoire quand même extrêmement important. Et je crois que l'État fédéral permet de mieux organiser ce pays-là, permet à cet État d'avoir une stabilité politique et une prospérité économique de longue durée. Alors, Emmanuel Vivien Toby, avant de vous donner la parole sur la forme de l'État, il faut dire que le rapport demande le prolongement de la durée de la transition, ça vous l'avez dit, sur 24 mois. Elle propose également le changement de l'appellation président du Conseil militaire de la transition pour président de la transition, ce qui implique la suppression du Conseil militaire de transition. Finalement, c'est une commission qui a travaillé pour Mamat Déby. C'est une commission dont les conclusions sont favorables au président Mamat Déby. C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Okay, allez-y. Parce que en réalité, oui. C'est une commission ou un comité qui était censé être mixte, composé aussi bien de partisans du régime que d'opposants. Oui. Maintenant, si ceux qui sont qualifiés de grands opposants ou d'opposants en vue, parce qu'on peut être aussi petit opposant, mais on est opposant quand même. Et s'ils ne sont pas à ce dialogue, c'est difficile de composer avec eux. Là où je les accuse, c'est d'avoir brillé par leur absence. D'autres pays ont connu les mêmes expériences où les opposants ont boycotté pendant longtemps, mais n'ont récolté que du sable. Il fallait plutôt s'impliquer, s'imposer dans la mesure du possible, ou au moins se faire entendre. Et je me rappelle de certains dialogues où
on a dit à la fin du dialogue, certains acteurs politiques sortent pour remettre les papiers pour dire c'est vous, la presse, hein, nous avons essayé de parler de ça, mais ça n'a rien donné. Mais au moins, vous avez eu le mérite d'en parler. C'est ce qui a manqué au niveau de la classe politique de l'opposition au Tchad. Maintenant, par rapport à l'appellation, c'est important. Quand on dit vous êtes juste, ils n'aiment pas qu'on dise la junte au pouvoir. Mais quand on dit vous êtes juste président du Conseil de transition, ça veut dire que vos forces se limitent à la transition. Mais quand on vous appelle petit à petit président de transition, c'est qu'on tend vers président de la République directement ou indirectement. Donc c'est un peu la plénitude de la fonction de président. Mais le plus important en réalité, c'est de faire avaler la pilule de la participation du président Mahamat Déby à une éventuelle élection présidentielle, sans que cela ne soit critiqué. Et là où j'attends les opposants tchadiens, dont je connais certains, pour avoir fait certains allers-retours en N'Djamena, j'ai des amis là-bas, c'est de boycotter ces assises-là et d'attendre que les décisions vous tombent sur la tête. C'est comme ce qui se passait au Togo. On boycotte la CENI, la Commission électorale nationale, je vais parler de l'opposition, l'opposition boycotte, et après maintenant crie aux fraudes. Mais soyez dedans pour voir ce qui se passe. Et si vous pouvez arrêter les fraudes, arrêtez les fraudes. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, c'est la même chose. L'opposition ne peut pas toujours se mettre en retrait des discussions, du dialogue convoqué par le régime. Et après crier aux voleurs. Ça n'a pas de sens. Il est très important qu'aujourd'hui, les acteurs politiques de l'opposition au Tchad disent « Nous voulons revenir au dialogue, nous voulons vous rejoindre ». Comme le disait Yadema. C'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Le président Déby l'a dit. Les portes du dialogue sont toujours ouvertes. Et ça peut changer quand même les conclusions de cette commission ad hoc. Faites au moins des propositions qui soient refusées et le monde entier, l'opinion nationale et les médias vont constater quand même que vous aviez proposé ceci. Mais moi, se mettre juste en retrait et puis crier après, oh, ils ont fait ça, ça n'a pas de sens. C'est de deux choses l'une. Quand un ministre l'a dit sur un plateau, les gens n'ont pas compris, donc je ne vais pas le dire. Si vous n'êtes pas capable de prendre le pouvoir par l'autre forme, vous êtes obligé de négocier. N'oubliez pas, il n'y a pas que l'opposition politique. Il y a aussi l'opposition armée. Et certains rebelles ont participé à ce dialogue. D'autres n'ont pas voulu venir. Mais les décisions qui seront prises seront exécutées pour l'ensemble. On ne va pas dire, vous, votre parti n'était pas au dialogue, dont les décisions ne vous concernent pas. Moi, je reste quand même dubitatif sur la bonne foi du pouvoir N'Djamena. Je crois que, voilà, de pouvoir de fait. Donc, du point de vue du droit, moi, je crois que ces gens-là n'ont aucune légitimité, même s'ils vont s'y faire à longueur de journée, qu'ils ont une légitimité. Il ne faut pas parler de légitimité. Voilà. On peut parler de l'illégalité. Voilà. C'est important qu'on s'entende sur les termes. Effectivement. C'est un pouvoir de fait. Mais c'est un pouvoir qui dirige quand même. Oui, c'est un pouvoir qui dirige. On peut critiquer, mais c'est eux qui sont là, malheureusement. Ils dirigent. Moi, j'estime que les règles... Effectivement. Mais j'estime que les règles de base n'ont pas été respectées et que les acteurs de la société civile ou ceux des partis d'opposition, qu'ils soient présents ou pas, pour moi, il n'y aura pas de modification substantielle aux conclusions définitives de cette... On connaît des pays où les opposants font des propositions qui ont été prises en compte. Il faut essayer d'abord, avant que ça soit rejeté, et l'opinion en prendra acte. Mais effectivement, je suis conscient de ces exemples-là que vous venez de donner, mais je dis tout simplement que la posture du pouvoir de N'Djamena ne m'inspire pas confiance. Allez, on va quitter donc N'Djamena pour Conakry. L'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara et plusieurs accusés ont été renvoyés en prison. C'était mardi avant d'être jugés à partir de mercredi pour l'effroyable massacre commis le 28 septembre 2009. Alors, il est envoyé en prison, ça on le sait. Le procès, on va en parler, le procès a déjà commencé mercredi. On commence par vous ou bien c'est vous? C'est vous? Écoutez, le président, l'ancien président de fait, Dadis Camara,
savait à peu près ce à quoi il faut s'entendre en revenant. On n'est pas des enfants, il ne faut pas qu'ils nous trompent. Tout est négocié. Avant que Blaise Compaoré ne revienne au Burkina Faso, il y a eu des négociations pendant des mois. Et on sait ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, tout avant qu'il ne vienne. On sait pourquoi aussi il devrait venir. Et vous avez vu, il est parti avant que la fameuse lettre n'atterrisse devant les médias. Alors, pour revenir à la Guinée, en réalité, Dadis Camara a annoncé qu'il aimerait bien se faire entendre. Il a toujours dit. Il veut même sous Alpha Condé. Il veut corriger ça parce qu'il ne veut pas que son nom soit retenu sans avoir eu à se faire entendre. Et la présomption d'innocence voudrait que malgré tout ce qui peut être palpable comme preuve, qu'on attende que le procès finisse d'abord. Et qu'on dise, M. Dadis Camara est coupable. Oui, là, on peut lui dire, écoutez, on vous flanque ça, vous l'avez fait, et voici les sanctions. Mais jusqu'à preuve du contraire, et avant que le tribunal ne finisse son travail, ils sont toujours des présumés innocents. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, l'un des avocats de Dadis Camara avait annoncé que, bon, nous avons l'assurance qu'on ne va pas le garder. Maintenant, je ne sais pas qui joue la comédie. Est-ce la partie de Dadis Camara ou bien c'est le ministère public qui joue de la comédie? Parce qu'apparemment, les termes de l'accord n'ont pas été respectés. Mais le plus important, c'est que ce procès se tienne et continue et se termine en bonne et due forme. Vous savez, ce n'est pas un procès seulement de la République de Guinée. C'est un procès avec, la CPI, qui a d'ailleurs même financé la tenue de ce procès. Et quand les associations de droits de l'homme de Guinée, comme la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et autres se prononcent pour dire nous encourageons, on sait à peu près ce qui s'est passé là-bas. Donc, le plus important, c'est que la vérité sorte, que justice soit faite. Et si c'est possible que les familles des victimes ou les victimes en vie pardonnent, ce sera fait. Mais il faut que cela s'arrête. Parce que si on ne continue pas à fonctionner de la sorte en Afrique, en encourageant l'impunité, d'autres événements plus tragiques risquent de se passer encore. Pourquoi violer les femmes? Pourquoi justement, tuer les gens au stade? Oui, tuer, ça, ils l'ont déjà fait. Maintenant, après avoir tué certains hommes qui sont venus avec leurs femmes, ils ont violé les femmes. Certaines femmes ont été violées devant leur propre mari ou leur fils. C'est grave et on ne peut pas comprendre comment vous-même, vous êtes de l'armée et vous pouvez accepter ça en 1 minute. Puisque si vous êtes un vrai président, vous êtes censé avoir les informations à temps réel. Donc Dadis Camara devrait savoir que ce qui se passait au stade était monstrueux et dans la mesure du possible, rappelé à l'ordre. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Est-ce possible selon vous? Non. Vous savez, vous avez un gouvernement, vous nommez les ministres. Vous savez que vous voulez mettre Michel au poste des affaires étrangères parce que Michel est votre homme de main. En fait. Vous pouvez avoir confiance en lui. Ou bien peut-être à la suite d'un accord politique, vous êtes entendu avec l'autre protagoniste que je vous donne les affaires étrangères, mais voici comment on va gérer ça. Vous gérez comme ça. Moi aussi, j'ai mon conseiller chargé des affaires étrangères qui doit de temps en temps voir clair dedans. Ça, c'est une entente. Donc, un président de la République maîtrise, contrôle un peu, du moins dans la plupart des cas, 85% des membres de son gouvernement. 85%. Et il a les renseignements à leur pile. Vous savez, un président de la République n'attend pas seulement ce que les services de renseignement vont lui rapporter comme renseignement. Il peut à n'importe quel moment t'appeler, toi, à Chiraf, le ministre du Travail, dis-moi ce qui se passe. Ça peut être minute. Tu dois, bon, si je suis Premier ministre, ça tu dois dire à temps réel ce qui se passe. Donc, Dadis Camara était censé savoir ce qui se passe. 1. 2. Du moment où c'est toi qui nommes la personne ministre de la Défense ou ministre de la Sécurité, tout ce qu'il fait, c'est en ton nom qu'il le fait.
puisqu'il est censé te rendre compte justement. Et quand il s'agit d'une manifestation qui regroupe des centaines et centaines, pour ne pas dire milliers, des centaines et centaines de personnes déjà, ça veut dire que tout le service de renseignement, la sécurité, l'armée, tout le monde a les yeux rivés sur ça. Même le gouvernement suit de près. Et déjà les médias ont montré les premières images quand les gens commençaient par se regrouper. Donc on pouvait s'attendre à ça et on pouvait l'éviter. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé au Togo avec la question de Fréau Jardin. On pouvait l'éviter. On pouvait éviter la tuerie de Fréau Jardin. Je ne remue pas les couteaux dans les plaies, mais c'est une vérité. On pouvait l'éviter, que ce soit du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition. Je le dis aujourd'hui, je l'assume. On pouvait l'éviter. Tout comme ce qui s'est passé en Guinée, on pouvait l'éviter. Mais on l'a voulu. Et des fois, il faut le dire aussi une fois dans une émission, la responsabilité est partagée. Quand vous êtes opposant, vous organisez une manifestation, on vous avertit qu'il peut y avoir carnage. Et vous tenez quand même que ça se tienne. Ils ont été avertis, Emmanuel. Parce que des fois, ils ont aussi leur service de renseignement. Si vous êtes un opposant, vous voulez un jour diriger le pays, vous vous renseignez. Vous avez les informations à temps réel. On vous dit qu'il y a des signaux qui montrent qu'il peut y avoir carnage. Demandez à la population de rentrer chez elle. Mais il y a des opposants en Afrique, je dis pas au Togo ou en Guinée, mais en Afrique, il y a des opposants qui aiment les bilans des médias, qui veulent savoir, les médias ont dit il y a combien de morts, les médias ont dit il y a combien de blessés. Oui, il faut que la communauté internationale, bon, à un moment, dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ça s'est passé aussi, sauf que maintenant on est devenu plus sage en démocratie. Aujourd'hui, Dadis Camara doit répondre. Et comme le prévoit la loi, il a droit à sa défense. Et si la Cour ou les cours, parce qu'il y a la CPI et puis la Cour de Guinée, les deux travaillent ensemble, si les cours le condamnent ou les condamnent, parce qu'il n'est pas seul non plus, il faudra qu'il réponde de ses actes. Mais dans la mesure du possible, il faut aller aussi vers la réconciliation. C'est en cela que nous ne devons plus accepter les coups d'État en Afrique. Alors, avant la pause, justement, Ashraf Ouro Sama, comment on peut comprendre, vous êtes juriste, que le procès n'a pas encore commencé, il est allé en prison? Ou bien ce sont des dispositions de la loi là-bas en Guinée-Conakry? Oui, non, tout dépend de ce que prévoit le code de procédure pénale guinéen. Ce que prévoit, peut-être c'est pas des mesures préventives. Vous savez très bien que c'est... quelqu'un qui est venu lui-même. Oui, qui est venu lui-même. Pourquoi ne pas le mettre en résidence surveillée? Mais vous l'avez dit en amont que la décision probablement finale du tribunal aurait peut-être fait l'objet de marchandage, c'est-à-dire des négociations permanentes, et qu'on connaît déjà l'issue de l'affaire. Donc peut-être c'est par mesure préventive, parce que ils disposent quand même des moyens, ils peuvent également échapper, quitter le territoire national sans qu'on ne le sache. Donc le juge a décidé de le garder en prison. Excuse-moi de te couper la parole. En réalité, dans le domaine sécuritaire, pour les questions politiques, on peut vous mettre en prison pour vous protéger. Voilà. Donc, sachant très bien que au cours du procès, il y aura certaines révélations. Il y a des familles qui peuvent se révolter. Il y a des individus qu'on ne peut pas contrôler. Pour éviter des cas de lynchage. Quand on n'est pas arrivé à la fin du procès, on peut assister à des drames encore. Donc, des fois, par prévision... C'est pour cette raison que je parle des mesures préventives. Pour vous protéger. C'est pour cette raison... On pouvait aussi mettre en résidence surveillée, mais on n'est pas sûr que des tireurs... C'est pour cette raison que je parle... C'est pour cette raison que je parle de mesures préventives. Bon, c'est quand même un procès historique. Pour commencer, c'est un procès historique. La partie civile, je veux parler pour la Guinée. Voilà, pour la Guinée, mais pour l'Afrique en général. Le procès historique, on va revenir pour la suite juste après la pause.